RDC pour Nani Wanae Nani Wanae Nani Moulé Nani Moulé. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers mesdames et messieurs les congressistes, en vous remerciant tout d'abord d'être venus si nombreux, je voudrais ensuite vous remercier de m'avoir associé à ces congrès pour y exposer sur un thème qui me passionne depuis longtemps, un thème sur le leadership, la bonne gouvernance et les progrès des nations. Pour avoir été directeur général du BCECO de 2003 à 2010, ministre des Finances de 2010 à 2012, Premier ministre de 2012 à 2016, je me suis en effet rendu à l'évidence qu'il n'existe aucun chemin qui mène à la prospérité sans passer par le chemin de leadership et de la gouvernance. Les pays pauvres sont victimes d'un déficit de leadership et de gouvernance caractérisé qui ne leur laisse aucune chance de se développer un jour. Par contre, tout indique que c'est grâce au leadership et une gouvernance de qualité que les économies occidentales et orientales se sont développées jusqu'à dominer le monde comme on le voit aujourd'hui. C'est aussi grâce à ces binômes, leadership et gouvernance, que certains pays pauvres se sont détachés ou sont en train de se détacher de l'emprise de la pauvreté pour rejoindre la famille des économies émergentes avant de rattraper les simples restreints prisés des pays développés. Rien n'empêche à la RDC de prendre aussi ce chemin glorieux, mais combien difficile. Pour preuve, notre pays a réalisé le meilleure performance économique et sociale de son histoire depuis 1960. C'était au cours de la période 2012-2016, alors que j'étais encore Premier ministre, principalement à cause d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Pour preuve, la RDC a gagné 11 points dans les classements de l'indice du développement humain du PNUD. C'était la première fois, chers amis, dans l'histoire de cette institution spécialisée des Nations Unies, qu'en une année, un pays réalisait à 50 ans un tel saut qualitatif de ses indicateurs socio-économiques. Une performance d'autant plus appréciée qu'elle a été sans appui du programme avec le Fonds monétaire international et sans aide publique budgétaire, ni de la Banque mondiale, ni de la BAD. C'est pour dire, chers amis, c'est pour dire que tout est possible avec un leadership et une gouvernance de qualité. Voilà pourquoi, au terme de mes fonctions de Premier ministre en 2016, je me suis investi dans le domaine de la recherche scientifique pour savoir quel type de relation existe effectivement entre le leadership et le développement. Laissez-moi vous dire, chers amis, l'évidence est grave. En effet, tous les progrès des hommes sur la terre
tous les progrès des nations sur la terre sont essentiellement liés au leadership et à la gouvernance de qualité. Les membres fondateurs du RGD ont donc vu juste, ils ont été bien inspirés. Je ne peux que le féliciter pour cette initiative historique qui devra attendre, je l'espère, dans l'ensemble du continent africain. Mesdames et messieurs les congressistes, cela fait près d'une année que je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Car depuis le 9 mai, date de mon retour volontaire à Kinshasa, malgré une menace judiciaire, qui relevait et qui relève toujours d'une cabale politique, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, maintient mon interdiction de quitter la ville de Kinshasa pour tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Même lorsque les sénateurs ont refusé d'élever mes immunités parlementaires pour être poursuivi en justice et donc j'étais libre, le procureur général s'y est cité, en complicité avec le tout-puissant président du Sénat, a refusé. Le tout-puissant président qui a une assise populaire, le président du Sénat, en complicité avec le procureur, ont refusé de remettre mes droits de mouvement. Il fallait, chers congressistes, chers participants, qu'on trouve un nouveau dossier pour expliquer l'interdiction des mouvements de M. Matata. Voilà pourquoi ils ont inventé les dossiers des biens aérianisés. Cela fait près d'une année que je suis l'objet de poursuites judiciaires en violation flagrante de la Constitution et des lois de ce pays. Comme l'a su démontrer la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021, toutes les poursuites judiciaires engagées à mon endroit ont été jugées anticonstitutionnelles. Par conséquent, la Cour s'est déclarée incompétente et a clos définitivement tous les dossiers, y compris celui des biens aérianisés. En effet, conformément à la Constitution de notre pays, la loi suprême, à son article 168, alinéa 2, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Toutes les actions initiées contre moi par le procureur général près la Cour constitutionnelle sur les dossiers Bukangalonzo et biens aérianisés ont été donc qualifiées de non conformes à la Constitution et donc nul de droit. Et pourtant, cela fait près d'une année que je suis interdit même de me faire soigner à l'extérieur du pays, après avoir été empoisonné au moment où j'étais entendu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Mais tous les autres Congolais condamnés par la justice congolaise ou non condamnés ont le droit de se faire soigner à l'extérieur du pays, sauf moi, comme si je n'étais pas Congolais de père et de mère. Plus grave encore, lorsque j'ai perdu ma propre petite sœur, même père, même mère, les pouvoirs politiques et judiciaires de ces pays, pour me contraindre à accepter leur voie, ont décidé de m'interdire de voyager dans mon propre pays sans qu'il y ait une décision de justice justifiant une telle atteinte aux libertés fondamentales. La seule réponse que j'ai eue de ces services d'immigration, la deuxième, l'aéroport d'Ndjili, était que, monsieur le sénateur, votre décision de ne pas voyager vient d'en haut. Allez-y comprendre quelque chose, vient d'en haut. Chers participants, cela fait près d'une année que j'écris à plusieurs autorités de ces pays pour savoir qu'est-ce qu'il en est de moi. Peut-être la loi de ce pays interdit de répondre à un prisonnier politique
qui n'a rien commis comme infraction. Le procureur général, près la Cour de cassation, à qui le dossier a été transféré abusivement et illégalement pour décision, a reçu plus de 6 lettres de mes avocats et de moi-même. Il n'y a répondu que par le silence. 6 lettres. Le président du Sénat, le tout-puissant, qui a le poids politique, a reçu plusieurs lettres de ma part. Sa seule façon de répondre, c'est le silence absolu. Et il a même osé offenser la Cour constitutionnelle en disant que l'arrêt de cette prestigieuse institution ne concernait pas le Sénat. Le ministre d'État à la justice, parce qu'il s'agit d'elle, s'est immiscé en violation de la Constitution et des lois de la République dans le traitement de mon dossier. Elle a reçu 2 lettres et elle a classé ça sans y répondre. Nous avons saisi même le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions. Près de 4 lettres lui ont été adressées. Aucune réponse ne nous a été donnée. La Cour constitutionnelle a clos définitivement ce que vous devez savoir, tous les 2 dossiers. Par ailleurs, la Cour de cassation s'étant déjà déclarée incompétente et dans l'impossibilité de se dédire au risque de violer la Constitution et la loi organisant son propre fonctionnement. Comme vous l'avez vu hier, dans les réseaux sociaux et dans la presse, une lettre a été dévoilée dans laquelle le procureur près la Cour de cassation écrivait au chef de l'État que le dossier est clos définitivement, qu'il n'y a pas moyen de poursuivre Monsieur le Président, le Premier ministre honoraire, M. Matata. Cela, chers participants, fait près d'une année que l'on m'accuse d'avoir détourné de l'argent du trésor public des projets Boukangalonzo et bien réalisés, mais sans donner aucune preuve. Parfois, ce sont des pseudo-preuves, ce qui est inacceptable. Pour les dossiers Boukangalonzo, retenez bien. L'inspecteur général des finances dira que c'est le responsable du projet Boukangalonzo, un Sud-Africain, qui m'avait remis de l'argent. Le fameux procureur général près la Cour constitutionnelle reprendra dans son acquisition qu'effectivement, c'est ce même Sud-Africain qui avait la gestion de ce projet qui m'a remis de l'argent. Mais quelle n'a pas été la grande surprise? Le même Sud-Africain déclara qu'il n'a jamais remis $1 à M. Matata et qu'il n'avait jamais vu. Chers camarades congressistes, les dossiers bien réalisés, suivez le procureur général près la Cour constitutionnelle. Devant l'évidence des faits et la grossièreté du mensonge, a été obligé, dans son propre bureau, de me demander pardon et de présenter les excuses devant témoins dans son propre bureau. Pour lui, le dossier était vide, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais classé. En somme, il se dégage, chers participants, chers membres, chers congressistes, que depuis que j'ai été directeur général du BCECO jusqu'à devenir Premier ministre, je n'ai jamais subtilisé $1 du trésor public. Je suis par contre poursuivi pour avoir refusé de faire comme les autres politiciens de notre pays, c'est-à-dire détourner l'argent du trésor public, le placer dans les comptes extérieurs, acheter des villas et des appartements, acheter des terrains dans la ville de Kinshasa. Je suis donc poursuivi pour avoir refusé de construire comme eux, juste pour tromper les yeux de la population, des écoles, des hôpitaux et des universités en briques d'aube et en paille, comme vous les connaissez. Mes ennemis politiques me reprochent, inimaginable mais vrai, d'avoir construit en tant que promoteur privé une école primaire et secondaire de qualité au profit de la population démunie, au profit principalement de cette population qui n'a pas de ressources pour étudier,
On me reproche d'avoir construit un hôpital aux standards internationaux où même les Congolais les plus démunis peuvent être soignés gratuitement. On me reproche d'avoir construit une université technologique de haut niveau où les enfants de 26 provinces étudient et ne sont pas complexés de n'avoir pas été à l'Europe. Mesdames et messieurs les congressistes, j'ai refusé de faire comme eux et je refuserai de toujours faire comme eux. Je suis fier parce qu'étant né d'une famille pauvre, d'avoir refusé d'acheter une maison, un appartement, un terrain à l'extérieur du pays. Je suis plutôt fier d'avoir construit la meilleure maison de ma vie à Kindu, ma ville natale, sans avoir été ministre, sans avoir été Premier ministre. Chers camarades, certains de ces politiciens instrumentalisent scandaleusement les institutions de la République qu'ils dirigent en violation de la constitution des lois du pays. Heureusement que vous êtes là, la population congolaise, là, l'ultime arbitre et les grands bénéficiaires des fruits de cette bonne gouvernance. Vous avez compris, par votre mythisme légendaire, les motivations profondes de ces poursuites judiciaires qui ne sont que revanchards des politiques. Sinon, comment comprendre que ceux qui ont systématiquement pillé ce pays et détourné des dizaines et des centaines de millions de dollars, et pour qui les preuves sont établies, et ils sont connus de tous, mais ces gens sont là, en train de circuler et de voyager, aussi en vue de tout le monde. Comment comprendre que ces bandits financiers sont même protégés et promis dans cette République? Chers amis, cela fait près d'une année que l'on cherche à tout prix à me jeter en prison sans aucune preuve. Tout simplement parce que j'ai refusé d'obéir à certaines instructions. Et la population congolaise se pose la question, sur base de quels critères veut-on arrêter M. Matata? Si c'est à cause du montant détourné, mais il y a des gens qui ont détourné plus d'1 milliard de dollars dans ce pays. Et on les connaît, mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère de l'ancienneté, nous sommes tous des Congolais. Il y a eu des détournements depuis l'année 2000 jusqu'en 2016. Et ces détourneurs de fonds sont connus. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère récent, mais depuis 2017, nous sommes tous informés des détournements en cascade de fonds publics. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Peut-on donc conclure, chers congressistes, chers participants, que la puissance de l'argent des grands voleurs impose l'inaction et le silence aux services publics en charge de la lutte contre la corruption? Comme si il faut voler suffisamment de l'argent du trésor pour être promis et pour être protégé. Quel renversement de valeurs! Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, vous avez donc compris que toutes les tracasseries judiciaires dont je suis l'objet pendant près d'une année ne sont pas fondées. Ce sont des poursuites plutôt politiques engagées pour me contraindre d'entrer dans l'union sacrée. Chers congressistes, chers participants, d'où notre questionnement. Refuser d'entrer dans l'union sacrée devient-il une infraction? Refuser
d'organiser, de dire qu'on ne sera pas candidat président en 2023, devient-il une infraction? Si c'est une infraction, quel est l'article de la loi qui qualifie cette infraction et quelle est la peine qui est prévue? La réalité est que cette infraction n'existe pas. En fait, je suis l'objet d'une injustice flagrante qui fait de moi un prisonnier politique au vu et aussi de tous les Congolais, de toutes les institutions internationales spécialisées des droits de l'homme et de tous les partenaires au développement qui s'en étonnent. Pendant ce temps, beaucoup de fonds publics, retenez bien, beaucoup de fonds publics qui auraient dû servir à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes d'intérêt communautaire, sont dépensés pour financer des campagnes de communication coûteuses contre moi, devant contraindre l'opinion que vous êtes, tant nationale qu'internationale, à croire aux mensonges incongrus des détournements de fonds, comme si on était la Deuxième République. Fort de cette injustice flagrante, qui scandalise des millions de Congolais et la communauté internationale, et qui ne fait nullement honneur à notre pays, je demeure engagé, comme vous les congressistes, comme vous les Congolais, à contribuer à l'établissement d'un état de droit dans ce pays. Mieux, à apporter ma contribution à la prospérité de cette nation, telle que rêvée par le père de l'indépendance, comme Emery Patrice Lumumba. Voilà pourquoi je me sens honoré d'être coopté comme membre fondateur et président national de ce parti dont la dénomination reste en communion parfaite avec mes convictions, des facteurs clés qui conditionnent les progrès des nations. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les congressistes de m'avoir convié à apporter ma pierre à la construction de ce précieux édifice politique qui tient son premier congrès aujourd'hui. Voilà pourquoi j'accepte à votre demande d'être membre fondateur et président national du LGD, parce que je suis convaincu que la RDC a besoin d'un vrai parti politique dont l'objectif principal est, bien entendu, de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des caciques du parti. Un parti devant convaincre les Congolais qu'un parti politique n'est pas une institution familiale à but lucratif, que c'est plutôt un outil politique qui, une fois au pouvoir, travaille pour l'amélioration du bien-être de la population. Un parti dont le mode de gestion des affaires publiques devra être caractérisé par un leadership fort et une gouvernance exemplaire, capable de justifier et de crédibiliser la conquête et la gestion du pouvoir. Un parti capable d'attirer les meilleurs de ses fils et de ses filles, du point de vue de la compétence et de l'éthique, au lieu d'être un foisonnement des intellectuels véreux, des rejetons courageux et des bons parleurs de la société. Un parti capable de rassembler les Congolais de toutes les 26 provinces et de toutes les 450 tribus pour devenir un ciment de l'unité nationale. Un parti capable de recréer la confiance et la crédibilité en l'homme politique congolais, considéré le plus souvent comme un démagogue, un menteur, un voleur, un corrompu, un jouisseur, un profiteur, un transhumant, un dribbleur. Enfin, un parti devant être considéré comme une structure solide, efficace, efficiente, capable de rassembler les Congolais autour d'une philosophie, une idéologie commune et devant résister à l'usure du temps au profit de la prospérité de son pays et de son peuple de génération en génération. Voilà pourquoi, chers congressistes, chers participants, j'accepte d'être membre fondateur et président national de notre parti. Parce que
La situation socio-économique du pays est catastrophique et requiert un traitement de choc capable de changer totalement le paradigme de gestion tant politique, économique et sociale. Un pays, écoutez bien, un pays qui en 1960 était devant plusieurs pays africains et qui devait aujourd'hui être une économie émergente, mais qui se trouve parmi les derniers du continent. Un pays qui, par comparaison, était presque au même pied d'égalité que la Corée du Sud, mais qui est classé aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont les exportations agricoles représentaient près de 30% des exportations globales en 1960, mais qui n'en exporte plus que moins d'1% aujourd'hui. Un pays qui vit désormais des importations de produits agricoles qui lui coûtent près de 2 milliards de dollars par an, alors que presque tous les produits importés peuvent être produits sur le sol congolais. Un pays qui importe des poissons chinchards, alors que les poissons meurent de vieillesse dans le fleuve et les lacs poissonnés. Leadership. Un pays où la mauvaise gouvernance est prépondérante et place la RDC parmi les plus corrompus du monde. Mesdames et messieurs les congressistes, ces tableaux sombres nécessitent une bonne gouvernance et des réformes d'envergure, car aucun pays au monde ne s'est développé avec la mauvaise gouvernance. Félicitations donc aux membres fondateurs du RGD qui l'ont compris et qui veulent passer à l'action au profit de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi j'accepte d'être membre fondateur de notre parti, parce que la situation sécuritaire à l'est du pays est préoccupante. Une centaine de groupes armés opérant principalement dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, les Tanganyika sèment la terreur. Des tueries de masse de la population civile sont commises depuis plusieurs dizaines d'années. Les exactions auprès de paisibles citoyens sont régulièrement opérées. Des pillages systématiques des ressources naturelles sont planifiés et exécutés. Des violations sexuelles sont parfois utilisées comme armes de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens à la recherche de la paix et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche de solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués et la nécessité de les adresser de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Ces choix, merci. Ces choix est un appel au devoir et au sacrifice citoyen face à ces destins de tout un peuple. Je mesure en l'instant l'essence élevée de l'honneur porté sur moi et la gravité de la décision que je viens de prendre au regard des attentes grandioses de tous les Congolais de voir un jour leur pays être remis sur la trajectoire de la prospérité. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba.
de voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible, car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites d'Inga capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumandu wa Zabanga. De voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais, parce que nous avons des femmes et des hommes capables de hauts faits d'armes, comme des généraux que nous avons commis. Le général Maël Elioko Bokungu, Mamadou Ndala Moustapha. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous qu'au cours des années 70 et des années 80, dans ce même pays, l'armée la plus forte de l'Afrique centrale, c'était l'armée de la RDC. J'accepte. J'accepte ce choix historique porté sur moi, parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple. Nous allons désirer Kabila de voir au centre du continent africain un pays démocratique, totalement en paix, un pays uni en sécurité dans les frontières de 1885, avec l'ensemble des provinces cimentées sur base du nationalisme et du patriotisme. Mais ce rêve, c'est aussi le rêve de Joseph Kabila Kabange, dont la Kabila Kabange, dont la dextérité politique, sur fond d'une humilité remarquable, a permis de réunifier ce pays jadis émietté en plusieurs provinces. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve, comme celui d'Étienne Tshisekedi Mulumba, de voir au centre du continent et de faire des droits, où les droits fondamentaux des citoyens sont protégés. Cela est possible parce que ce rêve est possible parce que l'on a vu en novembre 2021, dans ce même pays, dans le cadre du dossier Bukangalonzo, les 9 juges de la Cour constitutionnelle s'opposaient à la violation flagrante de la Constitution par le procureur général de la Cour constitutionnelle. J'accepte cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba et de Martin Luther King, celui de voir un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité, comme les autres citoyens du monde de toute autre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui sévit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation de l'homme noir par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité des Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes,
de voir la RDC devenir une économie émergente, comme la Corée du Sud, qui était au même niveau que la RDC en 1960. Ce rêve est aussi possible parce que les performances économiques exceptionnelles réalisées par la RDC entre 2012-2016, quand j'étais Premier ministre, ont fait rêver le monde, ont fait rêver les Congolais. Et j'ai été invité à travers le monde pour expliquer les causes mythiques de ces performances. Voilà pourquoi ces rêves d'émergence, depuis lors, a disparu, depuis que je suis parti, comme un serpent de mer. Croyez-moi, messieurs les congressistes, les LGD, notre parti peut contribuer au rétablissement de ces rêves. Ces rêves de grandeur, chers participants, chers congressistes, ces rêves de grandeur est indispensable à tous les citoyens du monde. En effet, seul le type de rêve des leaders est capable de mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. C'est bien ce rêve qui a produit Patrice Emery Lumumba, dont les idées révolutionnaires et la passion de l'indépendance du continent et de l'Afrique ont fait vibrer les continents et le monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit Simon Kimbangu, dont la hauteur spirituelle et les croyances religieuses exceptionnelles sont connues mondialement. C'est bien ce rêve qui a produit Anaris Nengapeta, martyr de la pureté, dont l'attachement à l'intégrité jusqu'au sacrifice physique marquera jamais l'histoire du pays et du monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit tout récemment Denis Mukwege, prix Nobel, dont l'abnégation et les dons de soi au profit des femmes victimes de violences sexuelles ont été reconnus mondialement. C'est bien ces rêves de grandeur qui a produit aussi des grands scientifiques comme Malua Kalenga, Vumbio Kamundimbe, Marcel Liaouebois, dont la notoriété due à leurs compétences reconnues et leur intégrité morale est allée au-delà des frontières nationales. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands musiciens comme Kabasele Chamala, Grand Calais, Rochero Tagoulé, Chungu Wemba, Diodi Papa Wemba, dont la musique a fait danser le monde entier. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands footballeurs de renommée internationale, voire mondiale, comme Kazadi Mwamba, Kalala Mukendi, les bombardiers, Ndaye Mutumbula, dont les records de buts marqués en une phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1974 n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, ces rêves de grandeur, pour qu'ils deviennent une réalité, doit être porté par un parti politique comme le nôtre, les LGD, qui a une vision claire, des objectifs précis et ayant pour mission de mobiliser l'ensemble du peuple pour son destin commun et glorieux, fondé sur l'accomplissement total de chaque individu. Ces rêves de grandeur doivent être fondés sur le changement, voire la rupture, changement du paradigme social congolais actuel qui porte les germes propres du sous-développement et qui ne peut maintenir le pays que dans la pauvreté. Les LGD, par sa philosophie, son idéologie, son engagement, devra travailler pour l'émergence au sein de la population congolaise d'une nouvelle culture de vie fondée sur des valeurs, au lieu de placer les antivaleurs qui emprisonnent la RDC dans la pauvreté. Une culture de vie fondée sur le travail ardu et non sur la jouissance et le divertissement, sur la discipline et la rigueur et non sur les désordres et les laisser-aller, sur les sacrifices individuels et collectifs et non sur la satisfaction immédiate et l'oubli du lendemain. Le rêve des services au profit des autres et non sur l'égoïsme individuel. Ce rêve doit être fondé sur le courage des idées et dans l'action et non sur la peur de l'échec, sur la prise de risques et non sur l'inaction et le confort, sur la recherche de l'excellence et de la perfection et non sur l'acceptation de l'assistance, sur la profondeur des choses et non sur l'apparence trompeuse, mieux sur la méritocratie et non pas sur la médiocrité. Ce n'est qu'à travers ces nouveaux paradigmes que nous serons en mesure de mobiliser les idées et les énergies des millions de Congolais
pour un Congo nouveau, un Congo grand, un Congo prospère, bref, un Congo des rêves, tel que voulu par Dieu et nos ancêtres au centre de ce continent. Pour terminer, chers congressistes, chers participants, je voudrais m'adresser aux Congolaises et Congolais de l'ensemble du pays à travers les 26 provinces. Vous, Congolais, qui êtes fatigués d'avoir adhéré à des partis politiques qui vous ont totalement déçus. Vous, Congolais, qui n'avez jamais adhéré à un parti craignant d'être déçus. Vous qui pensez que la politique est synonyme des antivaleurs, de la corruption, des détournements. Votre parti est arrivé. Il s'appelle les LGD. À vous les jeunes, vous les étudiants, les entrepreneurs, les chômeurs, les agents du secteur privé, du secteur public, vous qui avez l'avenir de ce pays, vous les jeunes, prenez courage et décidez dès cet instant d'adhérer au LGD pour être capable de façonner votre avenir et d'être maître de votre destin. Les LGD est le seul parti qui vous permettra d'accomplir vos rêves de jeunesse, de voir dans ce pays vivre l'émergence d'un pays, l'émergence d'une économie. Dans les 30 ans qui viennent, ces rêves de voir la RDC devenir un pays développé dans 60 ans, 80 ans, c'est possible. Vous pouvez les vivre si vous décidez aujourd'hui d'appartenir au LGD. À vous les parents, hommes et femmes, chômeurs, agriculteurs, indépendants, fonctionnaires, agents du secteur privé, public, vous qui voudrez donner un sens au reste de votre vie, vous qui voudrez contribuer au bonheur de vos enfants, vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est d'adhérer au LGD. Ensemble, comme une famille solide, jeunes et vieux, hommes et femmes, nous allons travailler dur avec une nouvelle culture fondée sur les valeurs du travail et d'intégrité pour démontrer à la face du monde que les Congolais ne sont pas des jouisseurs et des danseurs, qu'ils sont des travailleurs et que la RDC mérite d'être respectée comme les autres pays du monde. Adhérons donc au LGD, le parti du peuple, le parti du changement, mieux, le parti du progrès et de la prospérité. Que Dieu bénisse le LGD et ses fondateurs, que Dieu bénisse le RDC.